La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Napoléon disait, je cite, que tout État fait la politique de sa géographie. Pourtant, cette discipline, la géographie, peine à gagner en popularité et ça ne date pas d'aujourd'hui. On va en parler avec Jean-Robert Pitt. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buon. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est l'inauguration lundi du musée de la Grande Guerre de Meaux. Non pas du musée, mais au musée de la Grande Guerre de Meaux, du nouvel espace intitulé Au cœur de la tranchée. 14-18, il en est évidemment question dans les programmes d'histoire, mais pas seulement. L'heure de la récré, toujours avec Guillaume et avec Mon Quotidien, le journal du groupe Playback, qui a déniché cette info aussi sympathique qu'insolite, la plantation par des élèves aux États-Unis d'un arbre pas comme les autres, il vient de l'espace. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris, elle nous a raconté les années collège à partir de son poste de professeur documentaliste. Retour aujourd'hui sur la question du harcèlement scolaire, quelques jours après la journée nationale dédiée à ce fléau. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Il m'arrive parfois d'accueillir des invités en disant qu'ils sont des enseignants que j'aurais rêvé d'avoir. Aujourd'hui, je vous dois cet aveu. J'accueille un enseignant que j'ai bel et bien eu. J'en perds mon français, c'est insupportable. Et il était formidable. C'était à l'université. J'avais pris une option de géographie économique. Et quitte à être un zeste désagréable avec mes professeurs du secondaire, eh bien, on ne m'avait jamais parlé de géographie ainsi. Vous en doutez, j'ai des preuves. Lisez cette incroyable histoire de la géographie qu'il publie aux Arènes BD avec la complicité de Benoît Sima. Et au dessin, le formidable Philippe Bercovici. Jean-Robert Pitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes, bonjour professeur. Étudiant. Voilà, étudiant un jour, étudiant toujours. Vous êtes professeur émérite de géographie et d'aménagement, ancien président de l'université Paris-Sorbonne, membre de l'Institut. Il y a plein de fils conducteurs dans cette histoire de la géographie. Je veux bien qu'on commence par celui qui, à vous lire, semble une criante injustice. La géo apparaît aujourd'hui encore comme la mal-aimée des sciences humaines et ça ne date pas d'hier. Oui, hélas, ça ne date pas d'hier. Si, ça date d'hier, pas d'avant-hier. Avant-hier, les gens ne voyageaient pas, et donc la géographie qu'on leur enseignait à l'école, la plupart n'allaient pas au lycée et à l'université, les faisait rêver. Parce qu'on leur parlait, il n'y avait pas de photos, mais on leur montrait des cartes établis par Vidal de la Blache, ouais. Et on les faisait rêver. En plus, ils avaient ils trouvaient à la bibliothèque des lectures amusantes avec des gravures représentant le temple d'Angkor ou des paysages africains ou les chutes du Niagara. Donc ça faisait vraiment, vraiment rêver. Pardon, je vous coupe, mais ça vous faisait d'autant plus rêver que c'est pendant très longtemps, et ça c'est raconté merveilleusement dans la bande dessinée, la discipline des aventuriers. Mais oui, bien sûr, la géographie est partie liée avec l'exploration du monde. Elle est née de l'exploration du monde. Et depuis la haute antiquité, hein, les explorateurs ont constitué la science géographique en décrivant ce qu'ils voyaient, en expliquant, essayant d'expliquer, en tout cas. Et évidemment, à mesure que la science a progressé, on a expliqué de mieux en mieux. Et à partir d'un certain moment, elle a cessé de faire rêver. Et ça, c'est vraiment triste. Ça a commencé, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, parce que les géographes ont été un peu complexés par rapport aux sciences dures. Ils ne faisaient plus rêver. Et ils ont voulu être ultra scientifiques. Donc, soit en se spécialisant dans une branche de la géographie qui est la géomorphologie structurale, c'est-à-dire la relation entre la relation entre les reliefs et la géologie. Bon, qui est un sujet important, par ailleurs. Que moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai enseigné aussi beaucoup quand j'étais jeune, mais c'est vrai que ça ne fait pas rêver le grand public, sauf si on est sur le terrain et qu'on a un géographe un peu formé à ces sujets-là et qui dit « Ah ben tiens, regardez cette montagne, regardez ce creux, c'est lié à ça. » Ou sauf comme vous, il nous fait la géomorphologie des coteaux du Bourguignon, nous dans des commentaires sur les petits vins. Si on a un verre de vin à la main. Comme ça se pratiquait à la Sorbonne il y a quelques années, je l'ai vécu, n'est-ce pas ? Je l'ai beaucoup fait. Et puis l'autre branche qui s'est un peu desséchée, je dirais, c'est la géographie économique, en lien avec le fait que, comme dans d'autres sciences humaines, beaucoup de géographes, surtout à Paris, dans les années d'après-guerre, étaient au Parti communiste. Et donc, le modèle, c'était l'Union soviétique. Et puis après, autour de 68, c'était le modèle chinois et maoïste. Et ce qui comptait, c'était une vision très matérielle, voire matérialiste des choses. Donc, millions de tonnes de charbon, millions de tonnes de pétrole, quantité, les densités de population. Il n'y avait plus la vie. Et la géographie a cessé de faire rêver, hélas.
Et pourtant, petit cocorico au passage quand même, et là il est frappant quand on lit cet ouvrage, qui est un ouvrage augmenté, on dit 80 pages inédites, parce qu'il était sorti déjà pour l'anniversaire de la Société de Géographie. Bicentenaire de la Société de Géographie et là vous en avez rajouté. 2021. Et la France a joué un rôle absolument majeur dans le développement de la géographie, dans la découverte du monde. Alors oui, tout à l'heure en introduction, vous avez cité Napoléon, qui était un fou de géographie. Et vous savez que Napoléon avait organisé donc l'expédition d'Égypte avec des savants de toutes disciplines. Et au retour, ces savants ont continué à travailler. Il y a eu un certain Edme François Jomard qui a établi les rapports de l'expédition d'Égypte. Ça s'est terminé en 1840. Et il est devenu l'un des fondateurs, en 1821, d'une société que Napoléon aurait voulu créer, qu'il n'a pas créée. Il avait dit qu'il faudrait qu'il y ait un lieu à Paris où on trouve toutes les connaissances géographiques du monde. Et donc en 1821, un certain nombre de savants anciens de l'expédition d'Égypte, plus d'autres venus de l'étranger, je pense en particulier à Humboldt, par exemple, qui fait partie... L'allemand Humboldt. Ou Chateaubriand, qui n'avait rien à voir avec la géographie. Jules Verne, bien plus tard. Alors, bien plus tard, oui. Ouais. Et donc, ce groupe de savants crée la Société de géographie en décembre 1821, près de Saint-Germain-des-Prés, où nous sommes toujours, pas dans le même bâtiment, mais nous sommes toujours dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, et nous avons survécu 2 siècles et 4 ans. Jean-Robert Pitt, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dont il était secrétaire perpétuel depuis 2017, président de la Société de géographie depuis 2009, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels l'Atlas gastronomique de la France chez Armand Collin, La planète catholique, ça c'était chez Talandier, Dardanus chez Calman. Et le petit dernier, j'ai oublié le nom, c'est vos recettes de cuisine, c'est Calman. Alors, qui s'appelle Souvenirs friands. Voilà. Et le tout petit dernier, c'est une vie de Noé. Patriarche de la Bible. Il n'arrête pas. En tout cas, on le reçoit aujourd'hui pour cette incroyable histoire de la géographie. On le retrouve juste après l'Anti-Sèche de Guillaume Buron. On va faire un petit peu d'histoire, vous n'en voudrez pas? Guillaume, bonjour. Bonjour. Histoire et pas géo aujourd'hui. C'est prudent entre nous. Oui, mais ça va de pair. J'arrive vous dire. Ça va de pair, tout à fait. Ce matin, on part à Meaux et au musée de la Grande Guerre de Meaux qui a inauguré lundi un nouvel espace. Il est intitulé Au cœur de la tranchée. C'est l'occasion de revenir, comme nous l'avons d'ailleurs fait le 11 novembre, sur cette Première Guerre mondiale qui est étudiée en histoire en CM2, en 3e, en seconde, mais dont les effets irriguent plein d'autres disciplines tout au long des études. Effectivement, le musée de la Grande Guerre de Meaux a été inauguré en 2011. Il présente donc la Première Guerre mondiale sous tous ses aspects. Et je vous propose d'écouter Joanne Berlemont. Elle est responsable du service de la conservation au musée de la Grande Guerre. Elle nous présente ce musée. En commençant le parcours de visite à partir de la guerre de 1870, qui va jusqu'aux résonances du conflit dans notre monde contemporain. Donc il s'appuie sur une collection très riche, très importante, plus de 70 000 objets, œuvres et documents. Et sur le territoire, la bataille de la Marne de 1914 qui est mis en regard avec la bataille de la Marne de 1918, entre les 4 ans de guerre de position dans les tranchées. Alors dans le parcours permanent, il y a déjà 2 tranchées, une qui est française, une autre qui est allemande. Ce sont des espaces qui sont présentés, mis en situation, notamment par des collections avec une très grande proximité pour les visiteurs. Alors cette question, pourquoi en faire une nouvelle justement? Eh bien écoutez. On a eu des retours de visiteurs ou de partenaires nous disant que ça pouvait être intéressant d'avoir un espace où on pourrait s'immerger dans une tranchée et toute l'organisation défensive qui compose ce système tranché, donc ce grand déploiement défensif qui s'étend quelquefois sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres, donc avec des tranchées, des boyaux, des abris, des postes de secours, des postes de commandement, des postes de communication, etc., etc. Et c'est ainsi que l'idée est née, avec une volonté d'avoir un espace qui est immersif, qui est pédagogique là aussi. Elle a donc été inaugurée lundi en présence du Premier ministre qui s'est déplacé pour l'occasion. Elle est plus large qu'une tranchée réelle pour répondre à de nouveaux objectifs, notamment l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On pourra passer, notamment pour celles et ceux qui sont à bord avec un fauteuil roulant. L'objectif, donc, c'est que tout le monde puisse être accueilli. Autre objectif, être actif, participer à une expérience physique. Par exemple, dans les abris, on va
être à l'intérieur des abris. L'abri, c'est à la fois un lieu protecteur pour les combattants, mais c'est aussi un lieu qui peut être aliénant, difficile à vivre, hein, quand on est plusieurs mètres sous terre et qu'il y a le bombardement. Bon, et on peut se projeter en fait dans ce que c'était que d'être dans un abri, mais on peut aussi se projeter sur qu'est-ce qu'on voit quand on est sur le parapet, sur les banquettes de tir et qu'on regarde le No Man's Land. Qu'est-ce que ça fait quand on circule dans un petit entonnoir pour accéder à un poste d'écoute. Donc il y a une vraie expérience physique. Alors, si vous avez bien écouté, il y a un mot qui revient aussi, c'est le mot boyau. Alors, on a justement voulu avoir cette définition pour vous qui nous regardez. Les tranchées, au départ, c'est des trous individuels que les hommes creusent pour se protéger du feu de l'ennemi. Les trous se rejoignent les uns les autres jusqu'à faire une tranchée. Donc, les tranchées, au fur et à mesure de l'avancée de la guerre et de l'enlisement de la guerre et de l'impossibilité pour les ennemis de sortir de la guerre de position, ça devient une succession de tranchées. Donc il y a la tranchée de première ligne, la tranchée de deuxième ligne, la tranchée de troisième ligne, etc., etc. Les boyaux, ce sont les passages secondaires qui vont d'une tranchée de première ligne à une tranchée de deuxième ligne ou de troisième ligne. Et puis il s'agit là d'une expérience sensorielle, la vue, vous l'avez remarqué, le toucher, puisque nous allons pouvoir justement interagir, et puis l'ouïe, là aussi, puisqu'il y aura une ambiance musicale et sonore. Donc il y a une ambiance sonore générale, on va dire une séquence qui dure 20 minutes, qui comprend des bruits de calme, quelquefois d'oiseaux, mais aussi des moments forts comme par exemple un assaut. Et après il y a des sons plus ponctuels selon le lieu où on se trouve. Quand on est dans l'abri, on va entendre des sons. Quand on est dans le poste d'observation, on va entendre des voix allemandes pour signifier que quand on était dans le poste d'observation, on pouvait entendre l'ennemi. Alors si tout cela vous a donné envie, rendez-vous au musée de la Grande Guerre, c'est un mot. Il y a un seul et unique billet pour accéder au musée et donc à la tranchée, 10 € l'entrée pour tout public. Vous comptez 8 € pour les moins de 26 ans. Et puis c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Merci beaucoup. Et on le disait, la Grande Guerre qu'on voit en histoire, mais qu'on croise aussi en français, c'est dans les programmes. On peut lire aussi bien à l'Ouest rien de nouveau d'Éric Maria remarque, quand nous partons, nous ne sommes que de vulgaires soldats Mossad ou de bonne humeur, et quand nous arrivons dans la zone où commence le front, nous sommes devenus des hommes bêtes. Témoignage d'un soldat allemand de la guerre de 14-18. Il y a les Croix de Bois d'Orgelès, il y a Giono, Sandrard, Sémingo et Rouault. Bref, plein de romans sur cette grande guerre. Merci beaucoup, cher Guillaume. On se retrouve pour la récré dans quelques instants. Pour le moment, nous retrouvons Jean-Robert Pitt, l'incroyable histoire de la géographie aux arènes BD. Jean-Robert Pitt, vous-même, qu'est-ce qui vous avait amené à faire de la géo ? Moi, je voulais être cuisinier quand j'étais petit. Bon, voilà, c'est une vocation qui a été contrariée par mon entourage familial. Donc, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. C'était l'époque dans les années 60 où on commençait à voyager. J'ai dit, je vais essayer de voyager. Et pour ça, la géo, c'était bien. Et donc, la géo, il y avait un diplôme à la Sorbonne qui s'occupait de tourisme un peu. J'ai dit, je vais commencer les études de géo. Et puis, ça m'a intéressé de plus en plus. Et finalement, sans l'avoir voulu au départ, je suis devenu prof. Et j'essaye de transmettre ce que j'aime dans ma discipline. Tout en gardant un rapport avec la bonne chair et avec si possible. l'alimentation. Vous avez quand même été à l'origine. Je crois que vous aviez un complice, entre autres, qui était Francis Chevrier aussi, du côté de Loire. Du classement du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Ce qui est quand même pas mal. La géographie, c'est une des premières sciences. Elle est là depuis l'origine. Vous commencez avec Lascaux. L'être humain a toujours voulu cartographier ce qu'il y avait autour de lui, en fait. Ça a commencé par le ciel, en fait. À Lascaux, on découvre maintenant qu'il y a un certain nombre de points qui sont dans les fresques de la cathédrale de la préhistoire correspondent à des étoiles dans le ciel. Donc on a commencé à cartographier le ciel, qui était un moyen de se repérer sur Terre. Et c'est comme ça d'ailleurs que aussi les navigations ont progressé. Dans le Pacifique, par exemple, les Polynésiens ont conquis le Pacifique grâce aux étoiles, à la connaissance du ciel. Donc ça, c'est une des... Puis, dès la préhistoire, il y a des représentations gravées de campements, de villages. Il y a ces fameux rochers gravés qu'on trouve en Italie ou dans la vallée des Merveilles, dans le Mercantour, et qui sont extraordinaires. Ça représente des villages, des cadastres, des champs, des champs. Voilà. Donc on représente l'espace pour mieux le comprendre et mieux le maîtriser. Une discipline qui est très soutenue par les puissants, par le pouvoir, avec parfois des motivations très intéressées,
délimiter un territoire, lever l'impôt, enrichir son pays, faire la guerre, le conquérir, voilà. Et donc en fait la géo, on se rend compte que c'est aussi c'est la discipline des rois, quoi. C'est oui, quelque alors chose mon collègue Lacoste avait écrit en 1976 Yves Lacoste, un livre qui a eu un certain retentissement par son titre et par son contenu, qui s'appelait La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, puisque c'est le fondateur de la géopolitique en France, et la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Il ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est d'abord la discipline des guerriers, mais si on veut faire la guerre, si on est militaire, on a besoin impérativement de connaissances géographiques. Donc les militaires et leurs commanditaires, qui sont les puissants de ce monde, ont toujours eu besoin de géographes et se sont entourés de géographes. Les géographes arabes, les géographes chinois ont toujours travaillé pour les puissants et pour les militaires. Des géographes qui font des cartes, des relevés, qui décrivent, mais, et il y a une citation amusante, on est à Bagdad au 8e siècle, un savant qui s'intéresse à la géographie, Abou Zaïd al-Balkhi, et qui dit il faut évidemment représenter l'espace, mais aussi comprendre les coutumes des peuples qui composent ces espaces. Donc la dimension de géographie humaine, de compréhension de comment on vit ailleurs, elle est également inscrite dans la discipline géographique depuis l'origine. Oui, et d'ailleurs, les conquérants qui ont réussi sont des conquérants qui connaissaient non seulement le relief, les climats et l'emplacement des fleuves pour pouvoir les franchir, ou des forêts pour pouvoir circuler, mais aussi les mentalités des peuples, leurs caractéristiques, surtout si le but était de les conquérir. Je peux donner un exemple. Par exemple, je pense que si on fait le bilan des épopées coloniales, les Français... ça n'enlève pas les défauts et les horreurs qui ont pu avoir lieu pendant cette période, mais avaient cette connaissance des peuples assez intime dans certains cas. Je pense à ce qui s'est passé avec Brazza au Congo, alors que les Japonais, que je connais un peu, les Japonais ont été les pires colonisateurs qui existent. Ils n'avaient aucune connaissance et ça ne les intéressait pas. Ils vivaient dans leur monde, persuadés que le Japon était le peuple supérieur, l'alpha et l'oméga. Incroyable histoire de la géographie, c'est aux arènes BD avec la complicité de Benoît Sima au dessin, Philippe Bercovici, c'est signé Jean-Robert Pitt, que l'on retrouve juste après une petite récré. Guillaume Buand. Récré avec notre partenaire Playback, c'est-à-dire dans Mon Quotidien en date du 22 octobre aux États-Unis, des écoliers ont planté un arbre de la Lune. Oui, un séquoia géant, effectivement. Nous sommes à Lake Forest. Ce sont cet élève d'une école. C'est le Lake Forest de Orange County en Californie. Exactly, un petit arbre qui est bien formé. Hein. Bravo. Parce qu'il y a plein de Lake Forest aux États-Unis. Oui, bravo, félicitations. C'est la NASA, effectivement, qui a offert cet arbre. L'agence spatiale américaine, donc à l'établissement scolaire, tout simplement, qui a poussé une petite graine, un petit peu comme ce que vous venez de... Oui, c'est ça, comme petite graine l'explosion du stylo. Exactement, qui en fait était tout simplement revenu de l'espace. C'est un petit cadeau qui leur a donc été offert. En fait, en 2022, il y a eu la mission spatiale Artemis 1, la NASA avait placé 2000 graines de 5 espèces d'arbres dans le vaisseau Orion. En fait, ce petit engin, sans astronaute à bord, avait voyagé dans l'espace pendant 4 semaines. Il est passé d'ailleurs très près de la Lune avant de revenir sur Terre. Les pins, les sycomores, les séquoias, en fait, avaient poussé à partir de graines qu'on a donc surnommées arbres de la Lune, puisqu'ils ont donc passé juste à côté. Et bah, c'est super. Ah non, à voir si ça pousse. Hein, c'est autre chose. Merci pour... Il n'est pas encore géant, le séquoia. Non. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette petite récré. On retrouve tout de suite Jean-Robert Pitt, incroyable histoire de la géographie. Le 19e siècle, Jean-Robert Pitt, c'est le siècle, alors à la fois qui voit en 1821 la naissance de cette société de géographie que vous nous avez retracée, mais c'est aussi un moment absolument extraordinaire. On a l'impression que cette société de géographie, c'est le dernier salon où l'on cause. Enfin, c'est un lieu de vie intellectuelle, artistique, d'influence politique extraordinaire. Oui, et même littéraire. Oui. On vient de fêter cette année, donc en 2024, le bicentenaire. Les présidents changeaient tous les ans au 19e siècle. Et quel président il y a, en 1824, mon prédécesseur d'auguste mémoire a été Chateaubriand. Et on a organisé à la Société un colloque sur Chateaubriand, géographe, qui était un géographe un peu affabulateur, parce qu'il a décrit des choses qu'il n'avait pas toujours vues, mais il y a des choses très passionnantes du point de vue de la géographie dans Chateaubriand. Alors en parlant de choses qu'on n'a pas toujours vues, la géographie, ce qui est paradoxal aussi, elle est prise dans des systèmes de croyances, qui sont les systèmes de croyances de son époque, donc au nom de quoi, à un moment donné, on décide que la Terre est plate, alors que contre toute évidence, elle ne l'est pas, et en même temps, dès l'Antiquité, on arrive à faire des trucs hallucinants, avoir l'intuition du fait que la Terre est une planète qui flotte dans l'espace, mesurer la circonférence de la Terre à quelques centaines de kilomètres près, ce qui est quand même complètement dingue sans les outils dont on dispose aujourd'hui.
Eratosthène. Eratosthène qui découvre, qui affirme que la Terre est ronde et qui donne sa circonférence, tout simplement en s'apercevant que quand on est à Assouan, le jour du solstice d'été, donc le 21 juin en Égypte, le soleil tombe et éclaire le fond des puits. Donc le soleil est exactement à la verticale, ce qui est la définition du solstice, et que Alexandrie, au nord, il y a une ombre, les palmiers font une ombre. Et donc le soleil ne tombe pas pareil, quoi. Il ne tombe pas pareil, donc il découvre que la Terre est ronde et il calcule avec une exactitude incroyable, comme vous dites, à quelques centaines de kilomètres près, la circonférence de la Terre. Eratosthène qui est aussi l'inventeur du mot. Du mot géographie, oui, bien sûr, qui est l'écriture de la Terre. Gay étant le G accent aigu, accent circonflexe dans la graphie actuelle, étant la déesse de la Terre. C'est Gaïa. Gaïa, absolument. Quelques noms que l'on peut retenir de l'histoire et de cette histoire antique. Il y a Ptolémée. Ptolémée, Hérodote, qui est à la fois le père de l'histoire et le père de la géographie scientifique et qui a voyagé, décrit avec une précision extraordinaire le monde connu de l'époque. Mais il y en a des quantités qui ont voyagé. Et alors, pas seulement en Europe, au Moyen-Orient. En fait, on voyage énormément en lisant votre incroyable histoire de la géographie. C'est un peu la moindre des choses, me direz-vous. Mais quand même, l'Andalousie, la Chine, tous les pays du monde, en fait. Alors, la Chine n'a eu qu'une petite période avec Zheng He, qui était un armateur, qui était un amiral de la flotte, un eunuque musulman, et que l'empereur Ming a envoyé à travers la mer et qui est arrivé jusqu'en Afrique, qui a même rapporté à la cour des Ming une girafe d'Afrique et qui a décrit le monde. Et après, ça s'est fermé complètement. La Chine ne s'est plus intéressée au reste du monde. Elle est restée l'empire du milieu. Au milieu de quoi, on ne sait pas trop, mais restée l'empire du milieu. Et puis, ça a été un peu la décadence des routes de la soie aussi, parce que tout ça va ensemble. C'est faire du commerce. Et Dieu sait si les Chinois ont aimé et savent toujours faire du commerce, avec des méthodes qui ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui, mais ça implique de connaître la géographie. Jean-Robert Pitt, on a commencé avec les salles de classe, je veux bien qu'on termine avec les salles de classe. Il y a un moment, Vidal de la Blache, on affiche des cartes dans toutes les salles de classe. Vous écrivez là, elles contribuent autant à populariser la géographie qu'à la rendre austère. Toutes ces cartes que maintenant on retrouve dans les brocantes. Oui. La rendre austère, je pense que j'ai le souvenir que mes parents qui n'avaient pas été beaucoup à l'école, mais qui avaient une connaissance de la géographie par ces cartes et qui connaissaient, mes deux parents, qui n'avaient vraiment pas été beaucoup à l'école, mais connaissaient la liste de tous les départements avec les préfectures et les sous-préfectures par cœur. On apprenait ça. Et ces mots les faisaient rêver. Ce sont des villes ou des départements où on n'était jamais allé, mais on voyageait par la poésie de ces mots. C'est tout à fait extraordinaire. C'est vrai qu'il y avait une austérité dans les cartes de Vidal de la Blache. D'un mot, en dehors de la lecture de cette incroyable histoire de la géographie, 10 000 ans d'exploration du monde, si on pouvait revivifier cette formidable discipline, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La séparer de l'histoire Non, je pense... Moi, j'ai toujours plaidé pour ce mariage d'amour entre l'histoire et la géographie. Il faut que les profs d'histoire géo, qui sont majoritairement historiens avec une préférence pour l'histoire, fassent un peu plus de géographie, mais je trouverais dommage de séparer les deux, parce que ce sont des disciplines qui sont totalement l'une dans l'autre. Reclus disait la géographie. Élisée Reclus, la géographie, c'est l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est la géographie dans le temps. Et ô combien c'est vrai, Reclus, alors qui était par ailleurs un militant anarchiste, etc., ami de Kropotkin et tout, a été un géographe qui lui a fait rêver parce qu'il avait une plume extraordinaire et sous sa plume, les gens qui ne voyageaient pas fermaient les yeux et voyaient le monde se dérouler sous leurs yeux. Écoutez, ouvrez les yeux, lisez l'incroyable histoire de la géographie aux éditions des Arènes BD. Jean-Robert Pitt, Benoît Sima et Philippe Bercovici, vous voyagerez merveilleusement et vous redécouvrirez cette discipline absolument passionnante. Jean-Robert Pitt, vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va aller en collège cette fois. On va parler d'un sujet qui n'est pas un sujet super joyeux, c'est le harcèlement. On le fait avec Amélie Paris, les années collège. Le 7 novembre dernier s'est tenue la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, mais on va y revenir de l'intérieur de l'école, de l'intérieur du collège même. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrillo, c'est à Paris dans le 18e en REP. Et vous allez rappeler combien la prévention et la lutte contre ce fléau sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie. Mais oui, alors cette journée de mobilisation a été instaurée en 2015 par le ministère de l'Éducation nationale et elle a lieu tous les ans en novembre. Elle est l'occasion pour les communautés scolaires d'organiser diverses manifestations au sein
des établissements. Elle constitue l'un des temps forts du programme de lutte contre le harcèlement phare, déployé maintenant dans 100% des établissements. On l'a déjà évoqué, ce programme phare, mais on va quand même rappeler comment il est mis en place, par exemple, concrètement dans votre collège et dans les collèges en général. Alors, c'est un programme de prévention et de traitement des situations de harcèlement dans lequel il faut différencier deux choses. D'une part, la constitution d'une équipe ressources formée et outillée pour gérer des cas de harcèlement de niveau faible ou modéré. On est vraiment au début d'une situation de harcèlement. Ces adultes vont utiliser la méthode de préoccupation partagée, la MPP, dont le but est de briser l'effet de groupe et de rencontrer les élèves seuls sur des temps très courts. Ils ne vont surtout pas les remettre en cause les harceleurs qu'on appelle les intimidateurs. Ils ne vont pas les accuser, ils ne vont pas les sanctionner, mais ils vont essayer de savoir ce qu'ils savent de la situation. Voilà, on essaie de comprendre déjà. Oui. Et alors, d'autre part, ce programme comprend également la formation des élèves ambassadeurs, recrutés, eux, sur la base du volontariat parmi les élèves de 5e, 4e et 3e. En 6e, ils sont encore un peu trop jeunes, puis viennent d'arriver au collège. Alors, leur rôle n'est surtout pas de jouer les justiciers, de ne pas régler les situations, mais comme ils sont souvent les premiers spectateurs, d'identifier des situations de harcèlement et de relayer la parole auprès des adultes. Alors, les actions menées par les établissements donnent lieu à l'obtention d'un label phare qui se décline en 3 niveaux: engagement, approfondissement et expertise. Cette journée nationale de lutte contre le harcèlement, on se demande parfois un peu à quoi ça sert, à part qu'on en parle massivement à ce moment-là. Mais très concrètement, à Maurice Utrillo, par exemple, il s'est passé quoi ce jour-là? Alors, cette journée, elle est vraiment l'occasion de rendre les élèves acteurs de la lutte contre le harcèlement. Alors nous, nos 15 élèves ambassadeurs sont intervenus auprès de tous les élèves de 6e pour se présenter, pour expliquer leur rôle, pour les rassurer et surtout pour interagir autour du harcèlement à travers l'étude d'affiches de sensibilisation qui ont ouvert la discussion. Juste après la pause méridienne, sur un temps normalement qui est dédié à la lecture, tous les élèves ont écouté le podcast, le premier épisode du podcast Claqué au sol, dont vous aviez reçu récemment le scénariste Thomas Chesson. Alors, ça a permis à beaucoup d'élèves de découvrir ce podcast, ça leur a donné envie d'écouter la suite et puis aussi de faire tous en même temps la même chose dans l'établissement. Ça renforce cette idée d'appartenance à une communauté qui est très importante pour le climat scolaire et donc pour la lutte contre le harcèlement. Et puis, le maire du 18e a choisi cette journée pour venir... C'est toujours ça qu'un petit sourire, hein. C'est comme quand Agnès Tanguay est venu chez vous. C'était ouais, quand même, il vient à Maurice Utrillo. Donc, il a choisi cette date pour distribuer des dictionnaires à tous nos élèves de 6e, qui a été l'occasion de parler de l'importance des mots, du poids des mots dans les situations de harcèlement. Et puis, nous avions un dress code. Nous étions tous en bleu, couleur de la sérénité et de l'apaisement. Et puis, au CDI, évidemment, il y avait une sélection d'ouvrages autour du harcèlement. Un autre moyen de rendre les élèves acteurs et actrices de la lutte contre le harcèlement, c'est de les faire participer à un prix qui s'appelle Non au harcèlement. Oui. Alors, ce concours, lui aussi, permet des temps de réflexion et de travail autour de cette problématique à travers la réalisation collective d'affiches ou de vidéos. Il est ouvert aux élèves du CP jusqu'à la terminale, puisqu'il est important d'agir dès le premier degré, surtout qu'on a constaté une augmentation des cas de harcèlement à l'école primaire. Ouais, c'est ça. Quelques livres à nous conseiller? Vous avez toujours des bouquins dans votre Oui, alors Malaise au collège, donc c'est un livre qu'on peut lire dès 10 ans. C'est 4 histoires de harcèlement de Véronique Malaise au collège, donc 4 histoires de harcèlement de Véronique Cauchy et Mathieu Demuison, publié en 2021 aux éditions Adodane. C'est l'histoire de Paul, Justine, Sohan, Leïla, tous les 4 victimes de types de harcèlement différents. Un livre qui met des mots sur des comportements inacceptables. Merci beaucoup Amélie. On rappelle que quand on est victime de harcèlement, il faut en parler chez soi, au sein de l'établissement, ou bien au 3018. On n'oublie jamais le 3018. On se demandait parfois, d'ailleurs le journal Le Monde a fait un article là-dessus, est-ce que c'est bien d'en parler autant du harcèlement? Est-ce que moi je trouve ça très bien. Une journée comme hier, c'est hyper important. Ouais. Les élèves sont mobilisés, ça libère la parole. Non, c'est très important. C'est très important, ça sert à quelque chose. Merci beaucoup. Je vais vous faire un cadeau. Avec l'autorisation de Robert Pitt, parce que moi j'ai un exemplaire dédicacé où il prétend que je n'ai pas ouvert un bouquin de géo depuis une quarantaine d'années. Ce qui est tout à fait vrai. Et quand je pense que j'ai dit que c'était un bon prof. Allez, c'est Vermé juste. L'incroyable histoire de la géographie, 10 000 ans d'exploration du monde de Jean-Robert Pitt. C'est aux arènes BD avec Benoît Sima, Philippe Bercovici. C'est extraordinairement vivant. Avec ça, si vous n'avez pas plein d'élèves qui s'orientent et qui le lisent lentement, ça se lit comme un Astérix, ces trucs-là. Il y a quasiment un gag
par case de bande dessinée. Ça, c'est le travail de Benoît Simat, voilà. qui a transformé mon savoir austère en gag. Mais pas du tout, votre savoir, pas du tout austère, il est extrêmement vivant, je reviens. Non, vous n'avez plus de notes à me donner. Non, en fait, ouais, c'est parfois austère, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne. Beaucoup. Amélie, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, avec en régie aujourd'hui au son Saïd Mamou et Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne